Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau live d'Immigration SCAT. Je m'appelle Mélanie Satolin et je suis consultante réglementée en immigration du Canada. Donc, aujourd'hui, sujet pertinent compte tenu de toutes les modifications qui se sont passées dans les derniers mois. Euh, Bienvenue à tout le monde. En passant, je m'excuse. Commentaires, je vous invite là, à mettre vos commentaires tout au long du live. Également, là, à poser vos questions. Je vais essayer du mieux que je peux de leur répondre et de prendre un moment à la fin pour répondre là, à celle que je peux. Donc, sujet à l'ordre du jour aujourd'hui, les permis d'études et permis de travail post-diplôme. Premièrement, permis d'études pour vous autoriser à étudier au Canada. Le statut étudiant est un statut temporaire et seules les personnes qui font un cours de moins de 6 mois peuvent étudier sans statut. La première chose, avant tout, avant d'appliquer pour un permis d'études, c'est d'être admis dans une école. Là, ce que je vous donne comme conseil aujourd'hui, c'est vraiment en prévision de, oui, votre permis d'études, mais également pour le permis de travail post-diplôme. Et tout ce que je dis est évidemment basé en date d'aujourd'hui avec là, la loi et les programmes actuels. Si vous voulez, après votre permis d'études, travailler, il faut se prendre d'avance. L'immigration, comme je le dis souvent, c'est un projet qui se planifie. Il faut être patient. Il faut faire des vérifications. Premièrement, avant tout, il faut être admis. Trouver un programme et être admis dans une école. Cette école-là doit être un établissement d'enseignement désigné. La liste de ces établissements-là se retrouve sur le site du gouvernement du Canada. Et en amont, cet établissement-là ne doit pas, ça ne doit pas être un programme que vous suivez par un collège privé. Donc, ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. Donc, un collège privé qui dispense un programme au nom d'une école publique. Si c'est ce genre d'école-là dans laquelle vous allez, vous ne pourrez pas avoir un permis de travail post-diplôme car l'établissement ne sera pas admissible. Donc, premier élément à prendre en considération. Établissement d'enseignement désigné. Est-ce qu'en bout de ligne, cette école-là va être admissible au permis de travail post-diplôme? Avec les montants investis, les frais de scolarité, tout ce que ça implique, je trouve pas ça pertinent pour vous de dépenser autant d'efforts dans une école si en bout de ligne, vous ne pourrez pas avoir un permis de travail post-diplôme. Donc, premier élément, l'établissement. Deuxième élément, le programme. Donc, à prendre en considération avec les récents changements. Si vous allez à l'université pour faire un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat, il n'y a pas de programme particulier. Faites le programme que vous voulez. Par contre, pour tous les autres diplômes, donc un autre diplôme universitaire comme le DESS, donc le diplôme d'études supérieures spécialisées, un diplôme collégial, un diplôme professionnel, je vous suggère de regarder la liste des programmes admissibles au permis de travail post-diplôme. Parce qu'en bout de ligne, même chose. Pourquoi vous feriez un programme d'études si celui-là n'est pas admissible au permis de travail post-diplôme? Présentement, il y a 6 catégories d'études pour lesquelles vous pourriez être admissible au permis de travail post-diplôme. Premièrement, ce qui a trait à l'agriculture et l'agroalimentaire. Deuxièmement, la santé. Troisièmement, l'éducation. Ensuite, il y a tout ce qui a trait sciences, ingénierie, mathématiques. Ensuite, il y a les métiers spécialisés comme tout ce qui a trait au domaine de la construction, charpentier, menuisier, électricien, des choses comme ça. Et finalement, ce qui a trait au transport. Donc, avant même là, d'appliquer pour un permis d'études, vous avez un devoir. Vous devez faire ça. Trouver un établissement
qui se qualifie et ensuite un programme également admissible. Donc, super génial, vous avez trouvé ça. Vous êtes admis. Ensuite, c'est le moment d'appliquer pour un permis d'études. Au Québec, au préalable, il faut avoir un CAQ, un certificat d'acceptation du Québec. Euh, c'est le MIFI, le ministère de l'Immigration, qui va émettre ce document-là. Donc, vous allez en ligne, vous remplissez là, les questions, ensuite vous fournissez des documents sur l'école, bon, des choses comme ça. C'est pas le but du live aujourd'hui, mais vous devez obtenir le CAQ avant d'appliquer pour le permis d'études. Euh, Là, je m'excuse, oui. Destination au Canada 2025. Donc, dans les commentaires, je sais pas de quoi vous parlez. Euh, Si c'est possible de spécifier davantage dans les commentaires, de quoi vous voulez que je parle à ce sujet-là. Un autre conseil aussi, c'est de vous prendre d'avance. Il y a des délais. Il y a des délais au CAQ. Euh, Dernièrement, bon, c'est marqué, disons, 21 jours sur le site du gouvernement du Québec comme délai pour un CAQ. C'est pas vraiment ça dans la réalité. Les délais, c'est toujours des impondérables. Il y a plein d'éléments qui peuvent influencer ça. Donc, prenez-vous pas à la dernière minute. Vous avez votre CAQ, parfait. Ensuite, là, vous pouvez appliquer pour votre permis d'études. Donc, vous faites la demande en ligne. Vous allez avoir, premièrement, là, deux formulaires à remplir. Faites attention quand vous remplissez les formulaires, soyez le plus précis possible. J'en ai déjà parlé souvent dans le passé. Il ne faut pas faire de fausses déclarations, il ne faut pas omettre non plus, donc cacher des éléments. À la fin du formulaire, donc la plupart des formulaires sont comme ça, à la fin, il y a une série de questions où on vous demande, bon, telle question, on dit oui ou non. Il y a une question qui vous demande, est-ce que vous avez été arrêté ou accusé ou reconnu coupable? Je mets beaucoup l'emphase sur ces questions-là parce que c'est un ou. Il y a des personnes qui ont coché non. La personne avait été arrêtée. Dans sa tête, c'était et. Donc, arrêté et reconnu coupable. Pour elle, c'était ben non, j'ai pas été reconnu coupable. Mais ça fait une fausse déclaration. Même chose également en ce qui a trait au refus de visa ou au refus de documents d'immigration pour le Canada ou pour tout autre pays. Donc, c'est pas juste le Canada, c'est est-ce que vous avez déjà reçu un refus de visa pour n'importe quel pays, n'importe où dans le monde, n'importe quand? C'est comme ça qu'on doit voir les questions, de façon large et générale, pour ne pas faire de fausses déclarations. Très important. Oui, merci. Merci beaucoup, Pascal. Euh, donc, soyez prudents sur la route, faites attention avec votre engin agricole. Euh, pour la destination Canada, je suis désolée, online le 3, 4, 5 mars, je ne connais pas ça. Ce que je vais faire, après le live, je ferai des vérifications là, sur c'est quoi Destination Canada, puis je les mettrai en commentaire. Donc, pour répondre à vos questions, je ne connais pas. Donc, vous le savez, quand je ne sais pas quelque chose, je le dis, mais je m'informerai, puis je répondrai là, par la suite en ligne. Donc, formulaire. Ensuite, outre les formulaires, on doit déposer, bien sûr, la lettre d'admission de l'école, le CAQ pour le Québec. Il demande également une lettre d'attestation provinciale. Pour le Québec, c'est le CAQ. Donc, vous avez juste à déposer de nouveau le CAQ. Pour les autres provinces, c'est une lettre là, du gouvernement. Euh, Honnêtement, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas comment l'avoir. Je n'ai pas fait de permis d'études pour les autres provinces, donc je ne vais pas vous donner des fausses informations là-dessus, mais ça provient du gouvernement. Et finalement, des éléments très importants qui font en sorte que plusieurs demandes de permis d'études sont refusées. Vous devez prouver que votre séjour est temporaire et que vous avez les ressources financières nécessaires. Étudiants, travailleurs, visiteurs, ce sont des statuts temporaires.
L'agent doit être satisfait que vous quitterez le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Vous pouvez avoir la double intention. Comme j'ai dit la semaine passée, pour les travailleurs, la loi le permet. C'est pas parce que vous venez étudier de façon temporaire que vous ne pouvez pas planifier la résidence permanente. Mais au moment où est-ce que l'agent prend sa décision sur le permis d'études, il doit être satisfait qu'il y a assez d'éléments qui font en sorte que vous retournerez dans votre pays. Euh, oui, donc il y a une question ici. Euh, donc, je suis en permis d'études depuis septembre. Est-ce que ma femme pourrait avoir son permis ouvert pendant mon permis de travail post-diplôme? Oui. Si vous êtes admissible au permis de travail post-diplôme, si je ne m'abuse, votre épouse pourra avoir son permis ouvert. euh, Sous toute réserve. Je ne suis pas une experte. Bonne question, merci. Encore là, je ferai une vérification après live et je les mettrai en commentaire. Je vous remercie beaucoup. Très bonne question. Donc, après la vidéo, je j'écrirai une réponse pour cette question-là. J'aime ça, merci beaucoup. On connaît pas tout. Il y a plein de choses en immigration. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Puis, merci. Je vais apprendre en même temps que vous. En immigration, l'important, c'est bien de savoir où chercher l'information, puis bien sûr de la comprendre. Il y a tellement de programmes, il y a tellement de lois que c'est impossible de tout savoir par cœur. Preuve de séjour temporaire. Donc, je reviens là à mon sujet. Merci. Comment on prouve ça? Et c'est donc lié avec la preuve de fonds, la preuve de ressources financières. Quand vous appliquez pour le permis d'études, très important, que vous devez démontrer que vous avez suffisamment de fonds pour payer vos frais de scolarité, payer vos frais de subsistance, donc comment vivre au Canada pour vous et pour les membres de votre famille s'ils vous accompagnent, et également payer les frais de transport aller-retour pour vous et les membres de votre famille qui vous accompagnent. Donc, on s'entend que c'est des montants assez substantiels à prouver. Si vous n'êtes pas en mesure de faire cette preuve-là, je vous suggère, perdez pas votre temps à faire une demande de permis d'études, perdez pas votre temps non plus à payer des honoraires à un professionnel ou un, je vous suggère bien sûr un vrai consultant ou si vous vous faites avoir par un faux consultant, quelqu'un qui vous garantit un permis d'études, encore là, vous le savez, il n'y a aucune garantie en immigration. Si vous n'êtes pas en mesure de prouver les ressources financières, votre permis d'études va être refusé. Et là, donc, on parle de, tout dépendant les frais de scolarité, au bas mot, entre 40 à 50 000 dollars canadiens. Cette preuve-là peut être faite par vous, par vos propres fonds. Donc, ce que vous avez, compte en banque, des placements, de l'épargne, ou ça peut être également quelqu'un qui s'engage à euh, payer pour vous. Donc, vos parents, la famille. Donc, c'est sûr que plus le lien est éloigné, moins c'est crédible, on ne se le cachera pas. Et s'il y a une personne qui s'engage là, à payer les frais pour vous, bien, cette personne-là doit faire bien sûr une déclaration, hein, une attestation écrite, signée, avec une pièce d'identité, et c'est ses preuves de fonds à elle qu'on met en preuve. Donc, ses revenus, son travail, ses placements, donc des choses comme ça. Et l'agent doit être satisfait que les fonds sont nécessaires. Et ce que je suggère également, c'est euh, de faire que ce soit en dollars canadiens. Donc, que la banque puisse là, faire une conversion en dollars canadiens parce que c'est la devise qu'on utilise ici. Donc, ça va aider l'agent à prendre sa décision. La preuve de fonds est très pertinente, comme je le disais, à prouver le séjour temporaire. Et ce qui peut être aussi important, c'est la preuve de vos liens dans votre pays d'origine, donc la famille,
Qu'est-ce qui fera en sorte que l'agent soit satisfait que vous retourniez dans votre pays? Donc, vous avez des possessions, des choses comme ça. Et tout ça se prouve par des lettres de soutien, donc des lettres explicatives, également mettre en preuve, par exemple, un carnet de famille ou certificat de naissance, là, des choses comme ça. Et tout ça ensemble, donc dans votre demande de permis d'études, je vous suggère également de faire une lettre explicative qui vient relier tous les éléments les uns avec les autres. Parce que sinon, ça fait que vous déposez tel document et, bon, telle preuve de fond et telle autre chose. Mais les liens entre eux, l'agent les fait pas et ne le sait pas. Avec une lettre explicative, c'est ce que je fais moi dans mes dossiers, donc la lettre de la représentante, je viens mettre un peu de la chair autour de tout. Je viens expliquer pourquoi tel document est important, pourquoi telle chose vient prouver ça. Donc, on soumet le permis d'études. Ensuite, vous l'obtenez. Donc, les citoyens des pays qui en ont besoin auront un visa, donc une vignette à poser dans le passeport. Vous recevrez un courriel comme quoi votre permis est accepté. Ce document-là n'est pas le permis d'études. Le permis d'études sera émis lorsque vous arriverez au Canada, à la frontière canadienne. Et en bout de ligne, l'agent à la frontière canadienne va également vérifier si vous êtes admissible au Canada. C'est pas parce que le permis d'études a été pré-approuvé que vous entrez de droit au Canada. Donc, toujours faire attention. Soyez prévoyant également quand vous arrivez à la frontière. Ayez en votre possession les documents que vous avez soumis dans votre permis d'études. Donc, un petit paquet, donc tout prêt. Ça se peut que l'agent regarde, vous pose des questions. Et ensuite, il émet le permis d'études. Les étudiants, très important, les étudiants ont l'obligation au Canada de demeurer inscrits dans un établissement d'enseignement désigné tout au long de leurs études et de suivre activement leurs cours. La loi impose ça aux étudiants, donc c'est très important de respecter. Le but du permis d'études, c'est d'étudier, pas de travailler. Donc, c'est sûr que avec un permis d'études, vous pouvez travailler, bon, temps partiel, présentement c'est 24 heures durant la semaine et temps plein durant les vacances, mais ce n'est pas un permis de travail. Vraiment, le but, c'est d'étudier. Et donc, en bout de ligne, vous réussissez votre cours. Vous êtes content, mais parce que vous avez planifié, vous êtes admissible à présenter une demande de permis de travail post-diplôme. Suivant la réussite de votre cours, vous avez 90 jours pour déposer cette demande-là. Elle se fait en ligne. Et donc, vous devez avoir réussi votre programme d'un établissement d'enseignement désigné et d'un programme admissible. Mais là, comme vous m'avez écouté, vous avez respecté ça. Donc, ça, c'est parfait parce que vous avez planifié dès le départ. Vous avez pensé à votre projet d'immigration. Oui, est-ce qu'on peut demander l'asile en tant qu'étudiant si on n'a pas les moyens de scolarité? Euh, En fait, non, c'est pas un fondement d'asile. Je pourrais faire un petit live, une petite vidéo sur la demande d'asile en soi, mais c'est pas le bon moyen. Si vous êtes un étudiant démuni, vous pourriez être admissible à présenter une demande de permis de travail ouvert. Ça, c'est prévu par un programme, donc qui permet ça, mais on ne demande pas l'asile. L'asile, c'est quand on craint de retourner dans son pays. Quand on n'a pas les moyens de payer les frais de scolarité, c'est pas la bonne solution. Donc, je vous suggère d'aller voir permis de travail pour étudiants démunis. Pour le permis de travail post-diplôme, maintenant, qu'est-ce qui est nouveau? C'est qu'on doit prouver la maîtrise de la langue. Donc, soit la langue française ou la langue anglaise. Quand on a un diplôme universitaire, on doit prouver le niveau 7.
Donc ça l'équivaut à B2. Quand c'est un diplôme autre qu'universitaire, c'est le niveau 5. Et ça se prouve, bon, par un test de langue. Donc, vous devrez faire un test de langue et les résultats devront être soumis avec votre demande. Alors, comme vous avez 90 jours suivant la réussite de votre cours, ça serait bien de se prendre un peu d'avance pour faire le test de langue parce que vous devrez trouver un établissement, prendre rendez-vous, ensuite là, attendre les résultats. Donc ça aussi, ça se planifie. Euh, une autre question, quelles sont les formations dans la santé qui permettent d'obtenir un permis de travail post-diplôme? Mais en fait, là, c'est les domaines de la santé de façon générale. Ça, c'est un domaine général. Le domaine de la santé, c'est un domaine où il y a beaucoup de demandes. Si vous avez une idée spécifique, je vous suggère d'aller voir le site du gouvernement pour justement les permis et les programmes admissibles, puis regarder qu'est-ce qu'il y a en santé, voir s'il n'y a pas quelque chose qui vous intéresse. Il y a beaucoup de programmes, malheureusement, je ne les connais pas tous. Donc, c'est sûr que donc, vous trouvez un domaine qui vous intéresse, allez voir les programmes ensuite sous-jacents pour voir s'il n'y a pas quelque chose là. Mais je mettrai le lien dans la publication pour les programmes admissibles. Donc, vous appliquez pour le permis de travail, formulaire. Permis de travail post-diplôme, c'est un permis de travail ouvert, donc qui va être selon la durée de votre programme d'études jusqu'à une concurrence de 3 ans. Donc, vous pouvez travailler pour n'importe quel employeur, n'importe où au Canada. Euh, ça va vous permettre également d'accumuler du travail pour un programme de résidence permanente. Donc, on fait un lien avec la semaine passée, le PEC, travailleur qualifié. Donc, tout ça, c'est dans la planification là, de votre projet d'immigration. L'immigration, c'est un projet. J'espère avoir répondu à vos questions. Donc, on a reparti du début. Permis d'études, on se rappelle, on prend en considération l'établissement en soi, important, et ensuite le programme d'études. Si bien sûr, c'est un niveau qui n'est pas le baccalauréat, maîtrise ou doctorat. Ça, ces trois niveaux-là, ils n'ont pas de domaine d'études particulier, mais les autres, oui, donc ça vaut la peine, bien sûr, comme je vous mentionnais. On se planifie, on prend d'avance. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas pour écrire à Immigration SCAT. Comme je le mentionne toujours, il n'y a pas d'obligation d'avoir un consultant, il n'y a pas d'obligation d'avoir un avocat, il n'y a aucune garantie. Nous, les professionnels, on est là pour vous accompagner durant les procédures. C'est notre travail. Donc, l'immigration, c'est notre travail. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous avez des suggestions pour d'autres sujets, n'hésitez pas à nous écrire et je n'ai pas oublié, je mets dans les commentaires là, ce que je vous ai dit et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de suivre Immigration SCAT. D'ailleurs, demain, on reçoit le prix Choix du consommateur 2025 dans la catégorie consultant en immigration. Donc, on est très, très, très honorés et excités. J'ai d'ailleurs mon employé qui est au Canada cette semaine, directement, il provient directement de l'Algérie et m'accompagne là, pour la remise du prix. On va vous tenir au courant, c'est sûr et certain. Merci beaucoup et moi, je vous dis à très bientôt.